Turquie, Égypte, Tunisie, les défis de l'islam au pouvoir. Voici le titre bien sérieux de l'émission de ce matin. Il en est un autre et possible éventuellement. Que signifie l'islam light, comme on le lit parfois ça et là dans la presse. En effet, vous le savez et vous vous souvenez que les révolutions arabes ont été saluées avec force acclamation par le monde au printemps dernier. Et puis qu'elles sont aujourd'hui regardées depuis les pays occidentaux avec plus de circonspection, de doute, voire de peur. Alors pourquoi un tel renversement? Parce que les élections, tant en Égypte qu'en Tunisie ou au Maroc, ont porté au pouvoir des partis dits islamiques qui prôneraient un modèle de société conforme à la charia et donc, lit-on ça et là, incompatible avec la démocratie ou avec la laïcité. Mais ces islamistes portés au pouvoir se défendent pourtant, eux, de vouloir trahir l'héritage des révolutions et se fondent sur l'exemple turc pour démontrer la compatibilité de l'islam et de la démocratie. Alors qu'en est-il vraiment? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Jean-François Bayard, bonjour, Bonjour. Directeur de recherche au CNRS et auteur en 2010 de l'islam républicain, Ankara, Téhéran, Dakar, chez Albin Michel. On vous avez déjà reçu notamment lors de la publication de ce livre. Et puis bonjour à vous Martine Gosselin. Bonjour. Grand reporter à Marianne et essayiste qui publie L'imposture turque chez Grasset. Je vais vous poser peut-être la première question à vous, Martine Gosselin, ladies first comme on dit en français. On stigmatise donc aujourd'hui l'islam comme force politique, considérant qu'elle constitue un danger pour la démocratie. Est-ce que vous considérez que ces craintes sont fondées, Martine Gosselin? On stigmatise l'islamisme. Et je pense d'abord, on ne le stigmatise pas tellement, puisque le terme d'islamisme modéré est extrêmement à la mode. Et c'est ce terme que je conteste. C'est ce concept que je récuse, parce que pour moi, l'islamisme ne peut pas être modéré, puisqu'il constitue en soi un excès, puisqu'il constitue un hold-up de la religion par le politique. Que voulait dire Sonala Ibrahim, que vous avez interviewé, dont vous rapportez les propos dans votre blog du début décembre 2011? L'islamisme ne peut se modérer qu'en fonction de l'équilibre des forces. C'est tout simplement, s'il y a en face une opposition laïque forte, comme on peut le constater aujourd'hui en Tunisie, où effectivement Narda, bien que majoritaire, va devoir se confronter avec des hommes et des femmes pétris quand même d'une culture laïque. Au contraire, en Égypte, l'équilibre des forces risque d'être catastrophiquement en faveur des frères musulmans qui seront appuyés par les salafistes. Donc les frères musulmans ne pourront qu'être mis en situation d'excéder la pseudo-modération à laquelle, je répète, je ne crois pas un instant, et de tomber, de glisser sur leur pente naturelle, qui est celle de l'excès et de la charia. Alors, dans votre livre, L'imposture turque, au fond, vous dressez un tableau assez noir, assez sombre, au fond, de ce que l'AKP est dans sa version sa manière de gouverner, à la fois islam, à la fois laïcité turque, au fond serait une fiction, vous dites, voire un mensonge. Une question, et avant de donner la parole à Jean-François Bayard, est-ce que tout de même, question très naïve, est-ce qu'on peut s'élever à la fois contre les dictatures, notamment qui sévissaient, il en reste encore dans les pays arabes, et puis une fois au fond celle-ci mise à bas par la révolution des peuples, s'élever contre ce qui en est, voilà, tout simplement. Je ne m'élève pas contre, finalement, le fait que les despotes étaient jetés à bas. Au contraire, moi, j'ai couvert la révolution tunisienne et j'ai été extraordinairement fascinée par ce grand mouvement de rattachement à l'universel des Arabes, des Tunisiens et des Tunisiennes, des hommes et des femmes qui n'étaient absolument pas islamistes. Moi, je m'élève contre la fascination qu'exerce sur nous le concept d'islamisme modéré, qui, je répète, n'existe pas. Light, non, il est hard. L'islamisme ne peut être que hard. Il suffit d'aller interroger un peu partout ceux qui subissent son joug. Donc voilà. Donc en Turquie, il se présente comme light, mais il se précipite il glisse comme tous les autres sur sa pente naturelle, qui est celui de devenir de plus en plus hard et d'aller vers l'islamiquement correct en matière sociétale. Alors, on est très très loin de vos analyses, j'imagine, Jean-François Bayard. Si je vous cite, vous allez même jusqu'à dire au fond que l'islam ne constitue pas le premier problème des nouvelles démocraties. Et vous allez même jusqu'à dire, je vous cite, ouvrez les guillemets, l'islam n'existe pas politiquement ou socialement, s'entend, fermez les guillemets.
Oui, je persiste et je signe. Je pense que l'islam n'existe pas. Il y a des musulmans. Et les musulmans, politiquement, ils ne sont pas d'accord entre eux. D'ailleurs, la plupart des grands conflits qui déchirent les pays dits musulmans opposent des musulmans à d'autres musulmans. Ça a été le cas, par exemple, de l'Algérie dans les années 1990. C'est aujourd'hui le cas sur un mode évidemment beaucoup plus pacifique en Turquie, où, disons, à la louche, 98-99% de la population est musulmane. Mais manifestement, les Turcs ne sont pas d'accord entre eux. C'est le cas au Pakistan, en Afghanistan, etc. Donc, si vous voulez, politiquement, on peut faire dire à l'islam tout et le contraire de tout, exactement d'ailleurs comme on peut faire dire au christianisme ou au judaïsme tout et le contraire de tout. L'islam n'existe pas, il y a des musulmans et les musulmans, politiquement, se ça déchirent. n'existe pas, vous y allez quand même un peu fort, parce qu'il y a quand même il y a des pays où on lapide toujours les gens quand on les condamne, on leur tranche les mains, on bat les femmes à coups de bâton si elles sont infidèles. Enfin, il y a quand même des petits soucis de ce côté-là. Vu de notre manière de vivre à nous. Le problème n'est pas de dire qu'il n'y a pas de soucis. Le problème est d'avoir une compréhension sociologique et politique de ces soucis. Et ça n'est pas l'islam qui lapide, ce sont des musulmans qui privilégient dans le corpus, par exemple, du droit, mais corpus qui est extrêmement contesté par d'autres musulmans, un certain nombre, par exemple, de peines, etc. Mais vous avez des musulmans qui, par ailleurs, condamnent absolument cela. Et la notion même, par exemple, de charia, d'abord, il faut savoir que c'est une notion qui est extrêmement moderne, qui a apparu dans le contexte du 19e et du 20e siècle, dans un contexte historique et politique extrêmement précis. Et la charia en elle-même, ça ne veut strictement rien dire. Et vous avez des enquêtes d'opinion, aussi bien en Turquie ou en Tunisie, où vous constatez que d'une part, les musulmans ne sont pas d'accord entre eux sur l'interprétation, notamment politique, mais y compris juridique, qu'il faut donner à la charia. Et vous avez des musulmans qui, par exemple, considèrent que la charia, c'est la charte fondamentale des droits de l'Union européenne. Bon. Donc, je crois qu'il faut bien admettre que politiquement, l'islam est un mot valise, tout comme d'ailleurs la laïcité. Martine Gozlan. D'abord, pour rebondir tout de suite sur le fait que la laïcité est un mot valise, vous écrivez quelque part, cher Jean-François Bayard, que la laïcité est vide de sens. Et moi, je vous dis, et ça nous ramène immédiatement à notre débat, que la laïcité, pour moi, elle n'est pas vide de sens parce que j'ai passé toute ma vie professionnelle à marcher, à travailler dans des pays où la laïcité n'existe pas. Et là où l'islamisme règne, où l'islamisme sociétal régnait avant de prendre le pouvoir en raison de l'abêtissement des despotes qui l'ont utilisé, là où l'islamisme règne, une société non laïque, ça veut dire qu'on ne peut pas s'aimer, ça veut dire qu'on ne peut pas manger ensemble, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, ça veut dire une séparation permanente de l'être, une séparation des hommes et des femmes, comme vient de le promettre, je rentre d'Égypte, et comme vient de le promettre le candidat salafiste à la présidence de la République, un certain Hazem Abou Ismail, qui dit « Si je suis élu, aucun homme et aucune femme ne marcheront plus ensemble dans l'espace public. » L'islamisme, il existe violemment. Et il ne faudrait pas oublier tous ceux qui souffrent, parce qu'hier, on a encore décapité, par exemple, une femme en Arabie Saoudite. Alors ce débat, Jean-François Bayard, il est passionnant à l'intérieur de l'islam. C'est le problème de la réinterprétation des textes. Mais les gens qui vivent sur des terres d'islam, ils ne demandent qu'à l'avoir, ce débat. Simplement, ils ne peuvent pas l'avoir, puisque tout étant soi-disant autorisé, tout est interdit. Jean-François Bayard. Alors, je pense que mes états d'âme civiques n'intéressent pas tellement les auditeurs, mais enfin, pour que les choses soient claires, je suis plutôt un mangeur de saucissons le vendredi saint, donc je suis profondément laïque. Ce que je veux dire sociologiquement, lorsque j'affirme que la laïcité est un mot valise, c'est que, par exemple, la conception française de la laïcité est aux antipodes de la conception turque. La conception française de la laïcité, c'est la séparation des cultes et de l'État. En Turquie, la laïcité telle qu'elle a été instaurée, notamment par Mustafa Kemal, c'est la subordination du culte et de la religion à l'État. Donc on voit bien que le terme même de laïcité, qui est utilisé dans les deux pays, est un mot vide de sens, parce qu'on peut lui faire dire
tout et le contraire de tout. Donc ce sur quoi il faut travailler, ce sont effectivement sur les pratiques, sur les politiques concrètes, et là je vous rejoins sur les rapports de force qui sont constitutifs de la cité. Mais en soi, je crois qu'il faut véritablement avoir des raisonnements sociologiques et non pas des affrontements de mots de grandes catégories qui sont très largement vides de sens. Nous aurons du temps tout à l'heure dans le débat, mais tout de même là aussi dans cette première partie, est-ce que vous pouvez nous redire, vous Jean-François Bayard, au fond en quoi on a et on dit que le modèle turc est justement donc un modèle pour les nouvelles démocraties des pays arabes. En quoi voilà, le modèle islam et laïcité turque semble constituer un modèle que conteste Martin Gozlan, mais tout de même, pour en avoir les bases d'abord de ce qu'on réclame. Je suis un peu embarrassé pour vous répondre, parce que de même que je n'utilise jamais l'expression islam modéré, je n'utilise jamais l'expression modèle turc. Oui. Alors, il y a effectivement une trajectoire turque. Il est évident que Tayyip Erdogan, le Premier ministre, cherche à la vendre, à la fois politiquement en termes de soft power et en termes d'exportation, mais il la vend d'ailleurs sur un mode extrêmement séculariste et laïque, puisqu'il a plongé les frères musulmans égyptiens et Ennahda en Tunisie dans la stupeur lorsqu'il leur a recommandé d'instaurer un État laïque. Bon. Et d'un autre côté, il y a la manière dont un certain nombre de partis politiques, par exemple le PJD au Maroc ou éventuellement Ennahda en Tunisie, vont s'approprier ce qu'ils entendent par modèle turc, mais naturellement, ils vont le réinventer. La diffusion d'un prétendu modèle ou l'universalisation d'un modèle comme celui de la démocratie ne peut procéder que par réinvention de la différence, parce que nous sommes dans l'histoire. Donc il est évident que la manière dont éventuellement le PJD va vouloir faire du modèle turc au Maroc procédera par toute une réinvention de la différence, ne serait-ce que parce qu'on est dans un contexte au Maroc monarchique et que l'institution centrale, ça n'est pas la République, c'est la monarchie. Martin Gozlan, et puis nous allons arriver à l'heure de Philippe Meyer. Martin Gozlan. Premièrement, les peuples sont fascinés par la croissance économique, la réussite économique de la Turquie. Donc je crois que ça les fascine, ça. Et c'est largement dû au FMI lorsque Erdogan a pris le pouvoir. Mais surtout, c'est absolument pas un modèle démocratique. Comment peut-on, c'est pour ça que j'utilise et je réutilise, je persiste et je signe, j'utilise le terme imposture. À l'heure où nous parlons, il y a environ 70 de nos confrères et de nos consoeurs qui sont embastillés sous... Mais ça, vous en convenez parfaitement. Oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'islam, c'est plutôt la preuve que, contrairement à ce que l'on disait, ça n'est pas l'islam qui a mangé la République, c'est la République qui a mangé l'islam. Et que de ce point de vue, Erdogan retombe dans les ornières de ses prédécesseurs laïcistes des années 90. Et je ne voudrais pas que la nécessaire critique du gouvernement de l'AKP nous fasse oublier ce qu'a été l'armée en termes de violation des droits de l'homme et une classe politique inféodée à l'armée jusqu'en 2002. Un mot, Martin Gozlan, et puis nous arrivons à la fin. Mais on est dans un double mouvement vis-à-vis de l'armée. Bien entendu qu'il était sain et juste que l'armée rentre dans ses casernes, il n'est pas sain et juste que désormais un pouvoir autoritariste se substitue à une culture de coup d'État. Sur ce plan, on est d'accord. France Culture, 8h17. Brice Couturier, c'est à vous. Merci Marc. Eh bien donc, on le voit, le printemps arabe débouche sur une sorte de révolution conservatrice. En Tunisie, comme en Égypte ou au Maroc, ce sont des islamistes réputés modérés qui remportent les élections aussitôt que celles-ci sont libres. En Égypte, les 2/3 des voix vont au parti islamiste, le parti modéré des frères musulmans, mais aussi les salafistes d'Al-Nour qui rêvent, eux, carrément d'une théocratie sur le modèle des talibans. Laïcs, libéraux et progressistes qui ont été le fer de lance de la révolution risquent de devenir les victimes de la démocratie. Sait-on que même dans la paisible et moderne Tunisie, sont apparus tout récemment des comités de prévention du vice qui entendent inciter les jeunes filles à la pudeur islamique à coups de bâton. 3 jours d'affrontements ont eu lieu la semaine dernière sur le campus de l'université Manouba de Tunis, entre étudiants et islamistes. Ces derniers ont séquestré et violenté le doyen, Habib Kasdagli. Ils lui réclament des salles de prière, l'interdiction aux professeurs hommes d'enseigner aux jeunes filles, la séparation de ces dernières d'avec leurs collègues masculins durant les cours. Ici, à Paris, on évite d'en parler. Nos diplomates, qui ont trop longtemps misé sur des despotes nationalistes lorsque ceux-ci se présentaient comme l'ultime rempart contre Al-Qaïda, ont viré de bord d'une manière quelque peu ridicule. Loin de miser sur les militaires, comme ils l'avaient fait en Algérie en 1992, résultat de 100 000 morts, ils tentent cette fois de faire, comme on dit, contre mauvaise fortune bon cœur. Et ils se consolent en évoquant l'islamisme light, le modèle turc. Alors c'est vrai, il y a le modèle turc.
qui démontre en effet qu'un parti islamiste modéré peut gouverner de manière démocratique un État sécularisé. Or, de Rached Ghannouchi, le leader de Ennahda en Tunisie, au maréchal Tantawi, chef d'État de fait de l'Égypte, tout le monde en ce moment prône ce modèle turc. Mais est-il transposable tel quel en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ? Il faut savoir que la sécularisation a été imposée en Turquie de très longue date à la société, de la manière autoritaire que connaissait Kemal Atatürk, le fondateur de la République. L'armée a veillé ensuite sur le caractère laïque du régime, mais le reflux des militaires, réclamé par l'Union européenne elle-même, pose d'ailleurs un problème maintenant. L'ancien ordre reposait sur un équilibre des pouvoirs entre le gouvernement civil d'une part, l'armée et la justice de l'autre. Aujourd'hui, 10% des généraux, on l'apprend dans votre livre Martine Gozlan, sont en prison et le parti au pouvoir ne rencontre donc plus d'obstacles à sa volonté de puissance. Le cas turc est particulier aussi parce que l'économie, autrefois fermée et contrôlée par l'État, a été profondément libéralisée depuis 1980 et l'union douanière avec l'Union européenne a accéléré cette libéralisation. Une classe d'entrepreneurs très actifs, anatoliens, a fortement contribué à enrichir le pays qui est devenu, on le sait, la 16e puissance économique du monde. Or, ces petits producteurs se sont émancipés de l'État, ils ne dépendent pas de la rente pétrolière ou gazière, comme dans nombre de pays arabes. Enfin, la Turquie a des liens solides avec l'Occident, elle est membre de l'OTAN, du Conseil de l'Europe, elle demeure candidate à l'Union européenne, même si son adhésion n'est plus d'une actualité brûlante. Et bien pour toutes ces raisons, le modèle turc peut sans doute rester une inspiration pour les nouveaux gouvernements issus des révolutions arabes, mais ne saurait être transposé tel quel. Quant à l'islamisme modéré, on sait ce qu'en pense la secrétaire d'État à la jeunesse, Jeannette Bougrab. Il n'y a pas de charia light. Merci Brice Couturier. Qui veut commenter cette chronique ? Martine Gozlan. Oui, il n'y a pas de charia light. Et de toute façon, on vient de le voir avec le rétablissement de la charia en Libye. Lorsqu'on nous parle du rôle fondamental que joueront les femmes en Libye, moi, ça me fait sourire, ou plutôt ça me fait pleurer, parce que le rétablissement de la charia, ça veut dire la polygamie, ça veut dire de toute façon l'asservissement des femmes, et c'est ce qu'on voit à peu près en gestation aussi en Tunisie, parce que dans son discours d'investiture, le nouveau président de la République tunisienne, Moncef Marzouki, qui n'est pourtant pas un islamiste, mais qui doit son fauteuil de Raïs à son accord avec les islamistes, s'est fendu d'une phrase extrêmement préoccupante. Il a dit « Nous protégerons les femmes en niqab », c'est-à-dire intégralement voilées, les femmes en hijab, et il a utilisé un mot arabe qui s'appelle les safirates. C'est un mot extrêmement péjoratif qui qualifie les femmes qui sortent sans voile et tête nue. Aujourd'hui, en Tunisie, c'est un tollé chez toutes les femmes qui sont descendues dans la rue, qui ont risqué leur vie pour la révolution. Le même Moncef Marzouki, cela dit, confié dans le Figaro d'avant-hier, que nous ne comprenions rien à la question justement des démocraties et de l'islam. Martine Gozlan disait, après tout, pourquoi n'existerait-il pas des démocraties musulmanes comme il y a eu des démocraties chrétiennes ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que ce qu'il appelle démocratie musulmane, c'est de toute façon, encore une fois, la voie étape par étape vers la charia. Moi, j'ai posé la semaine dernière au Caire la question à Mohamed Morsi, qui est le leader du parti Liberté et Justice, c'est-à-dire le bras politique des frères musulmans, qui s'est fendu quand même d'un score de 38% au premier tour des élections égyptiennes. Je lui ai demandé quelle est votre définition de la démocratie. Il m'a dit clairement, la démocratie, c'est un outil, notre but, c'est la charia. Monsieur Mohamed Morsi, leader du parti islamiste égyptien. Jean-François Bayard. Du point de vue, toujours d'un point de vue sociologique, je voudrais réagir à la chronique de Brice Couturier. D'abord, quand même, pour contester un petit peu cette notion d'équilibre entre l'armée et les partis politiques, parce que la régulation, elle se faisait quand même par le biais de coups d'État, par le biais d'un usage massif de l'emprisonnement et de la torture, par le biais de la répression du mouvement national kurde. Et je crois quand même... Pas seulement, il y avait aussi le Conseil suprême des forces armées qui permettait d'un certain dialogue entre civils et militaires. Si vous appelez ça dialogue, moi je veux bien, mais enfin, je trouve quand même qu'il était extrêmement dangereux de faire de l'armée la puissance tutélaire de la laïcité et de la démocratie. Ça, je crois que c'est extrêmement préoccupant. Bon. En revanche, je vous rejoins complètement lorsque vous parlez de révolution conservatrice. Et moi, je parlerais peut-être plutôt de modernisation conservatrice, mais peu importe le terme. Et ce qu'il faut voir,
voir, c'est que du point de vue de la sociologie comparative, nous connaissons ça en Europe. Nous avons dans certaines parties de l'Europe des mouvements sociaux ou des mouvements politiques qui sont profondément conservateurs, qui sont souvent d'inspiration religieuse ou de sensibilité religieuse, mais en l'occurrence plutôt évidemment catholique ou protestante, et qui ont été des vecteurs de modernisation et de transformation sociale des régions concernées. Je pense par exemple à ce qui s'est passé en Vénétie, à ce qui s'est passé en Bavière, en Flandre, en Vendée ou dans la France de l'Ouest. Donc ça, c'est quelque chose que nous connaissons assez bien du point de vue de la sociologie politique, et je crois qu'effectivement, de ce point de vue, le cas de l'AKP est intéressant sans, et là je vous rejoins également Brice Couturier, sans que l'on puisse en faire un modèle, parce que je crois que les modèles ne sont pas transplantables et que les sociétés ont leur propre historicité. Mais ce qui est intéressant dans le cas de l'AKP, c'est qu'au fond, c'est un parti qui est d'origine islamique, ça c'est très clair. Hein. C'est un descendant de la mouvance erbakaniste, créée par Erbakan. Donc mais c'est un parti s'inscrivant dans un cadre parlementaire et qui s'est déconfessionnalisé, exactement d'ailleurs comme les partis démocrates chrétiens ou les syndicats démocrates chrétiens, comme la CFDT par exemple en France, se sont déconfessionnalisés. Donc aujourd'hui, on a un AKP... se sont donc distingués de leurs extrémismes, si je dirais. Enfin, ils ont évolué par rapport à la souche. Bon, et aujourd'hui, l'AKP se définit comme un parti conservateur, très proche d'ailleurs d'Aznar, dans les années 2000, d'Aznar en Espagne, de Berlusconi. Et économiquement, ils sont super libéraux en plus. Et voilà, et c'est ce à quoi je voulais en venir. Donc ce qui caractérise l'AKP, et à mon avis, c'est ce sur quoi doit éventuellement porter la critique de l'AKP, c'est que c'est un parti néoconservateur, et que par exemple aujourd'hui, le gros risque du contrôle social et politique, c'est par le biais de la sous-traitance ou de la privatisation de la charité, de la solidarité sociale, de la charity. Bon, ça c'est un véritable danger, notamment au niveau des municipalités, et c'est un danger beaucoup plus grand que celui de l'islamisation. C'est le brouillage du pouvoir et de l'argent, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est ce que nous voyons avec Berlusconi, c'est ce que nous voyons ici avec Sarkozy, ce que nous voyons en Russie avec Poutine. Et c'est un développementalisme, enfin pardonnez-moi l'expression, c'est une espèce de développementalisme fou. Barrages, centrales nucléaires, Bosphore bis, donc il y a une espèce d'hubris développementaliste qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Mais je crois que pour moi, ce qui pose problème aujourd'hui en Turquie, c'est le néoconservatisme d'une part, et d'autre part, les retrouvailles avec un habitus autoritaire qui était au fond celui de l'armée, celui de l'État profond. Alors Martine Gosselin. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Brice Couturier quand il nous rappelle que ce sont les démocrates qui ont fait les révolutions arabes. Mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il nous reparle du modèle. Donc ce modèle, il ne s'agit pas de le transposer ou pas. Lorsqu'on parle de modernité, Jean-François Bayard, ce n'est pas vrai. La Turquie de M. Erdogan ne va pas vers la modernité, puisque finalement les journaux ont été petit à petit achetés par des proches du Premier ministre et éventuellement par son gendre, et qui sont en train d'insuffler... Non, attendez-moi. Ce n'est pas Erdogan qui a renvoyé le rédacteur en chef de Paris Match. Qui sont en train d'insuffler, qui sont en train d'insuffler une idéologie totalement obscurantiste. Parce que lorsqu'on fait main basse sur les journaux d'opposition, qu'est-ce qu'on insuffle? On insuffle un islamisme sociétal où on décrète, il y a les purs qui sont voilés et il y a les impurs qui ne le sont pas. Donc finalement, tous les islamismes se rejoignent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les pages des journaux turcs. Et c'est aussi les affaires de corruption qui ne peuvent, les journalistes turcs ne peuvent pas lever un seul lièvre touchant à la corruption qui entoure M. Erdogan. Et l'islamisme a partie liée là-dedans, évidemment, puisqu'il s'agit aussi de la secte ultra-conservatrice. Vous la connaissez bien, Jean-François Bayard, de Fethullah Gülen, qui est aux États-Unis, et qui insuffle ce néo-obscurantisme. Donc tout cela, c'est l'islamisme. Pourquoi est-ce qu'on essaye de se voiler la face, si j'ose dire? Pourquoi est-ce qu'on décrète toujours que ce n'est pas l'islamisme, que ça ne doit pas être l'islamisme? Moi, je pense en ce moment à tous les gens en Turquie qui sont des opposants, et qui sont des opposants démocrates, qui se sont battus aussi contre l'armée, vous avez raison, qui se sont battus contre l'armée et qui espéraient autre chose, et qui voient aujourd'hui un autoritarisme islamiste se mettre en place. Agnès Bella-Sicaré.
Oui, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre la religion et la croissance, puisque ce qui peut être un peu préoccupant, c'est de savoir quel modèle de croissance, finalement, ces nouvelles démocraties vont proposer pour leur population, quel modèle de croissance et d'emploi. Et quand on regarde un petit peu, bon, il y a eu une grosse littérature sur catholicisme versus protestantisme, qui donc met l'accent sur les différences en termes de crédit, mais une société très stratifiée aussi, en termes d'accès aux professions, peut aussi nuire à la croissance. Et bien évidemment, il y a la question des femmes, de leur éducation et de leur accès à la population active, à l'emploi. Donc j'ai un peu une question sur la Turquie, parce que la Turquie finalement a réussi, grâce à des réformes économiques très spectaculaires, à accéder à une très forte croissance. C'est plutôt un cas unique de pays, alors je ne sais pas quel terme employer, disons, qui a réussi, mais le taux d'activité des femmes est extrêmement bas. Donc de ce point de vue, c'est plutôt un échec jusqu'à présent. Ou alors on peut le dire positivement en disant qu'il y a une énorme réserve de croissance qui vient des femmes. Alors, Jean-François Bayard, je refais dans l'ordre, et Martine Gosselin. Jean-François Bayard. Alors, d'abord, il n'y a aucun lien entre religion et développement économique ou croissance économique. Ah bon, et généralement, Max non. Weber, vous pensez que c'est un imbécile? Je crois que la lecture que beaucoup ont de Max Weber est une lecture erronée. Et Max Weber n'a jamais raisonné en termes de causalité. Mais si vous prenez par exemple le cas du bouddhisme, vous avez une Thaïlande qui est un tigre, disons, et une Birmanie tout aussi bouddhiste qui a accumulé les échecs économiques. Si vous regardez la Chine, disons pour aller vite confucéenne ou néo-confucéenne, pendant un temps fou elle a végété en Chine populaire alors qu'elle faisait des bonds à nouveau de tigre à Taïwan, et puis maintenant la Corée du Nord, même culture comme on dit, Corée du Nord et Corée du Sud sont deux trajectoires différentes. Qu'une culture taoïste, si vous me permettez. Oui, non mais d'accord, mais c'est ce qui montre, si vous voulez, c'est ce qui montre que la culture ou la religion n'a aucun rapport de causalité avec la croissance économique. Alors, le cas de la Turquie n'est pas unique dans le monde, disons, musulman pour aller vite. Il y a la Malaisie, et puis aujourd'hui, le Maroc, mais avec beaucoup moins d'atouts que la Turquie, engendre une croissance qui est tout à fait honorable. En revanche, la Tunisie est dans une très grave crise économique qui n'a rien à voir avec l'islam, et c'est certainement le défi de Ennahdha que de résoudre notamment la question de l'intérieur et la refondation d'un modèle de développement économique en Tunisie. Et en Libye, quand on dit on va mettre la charia et les femmes à la maison, pour être dans l'actualité la plus immédiate. On ne se donne pas tous les moyens d'avoir une bonne croissance. Non, mais la Libye n'a pas attendu la charia pour connaître une situation économique absolument détestable en dépit de la rente pétrolière. Donc le problème en Libye, c'est le tribalisme, c'est le pétrole, c'est pas l'islam du point de vue économique. Martine Gosselin. La place des femmes, s'il vous plaît, merci de poser la question. On s'accommode si bien de leur éviction des places publiques, de l'espace public et de leur cantonnement dans l'espace privé. En Turquie, M. Erdogan ne cesse de faire l'apologie de la natalité. Il dit que toute citoyenne turque qui veut servir son pays doit faire au minimum 3 enfants. Et donc, il se place complètement dans la logique inverse de celle finalement dont Emmanuel Todd nous rappelle à juste titre qu'elle a mené aux révolutions arabes, c'est-à-dire la prise de la réduction de la famille, du nombre d'enfants, l'évolution du rôle de la femme. En ce moment, les femmes en Turquie sont dans une situation très très désagréable, très désagréable. Il y a cette apologie de la natalité, il y a cette pression sur elles, cette pression. Et quand je rencontre des femmes chefs d'entreprise, il y a la croissance, mais toujours il y a quand même cette instabilité à cause de l'ultralibéralisme qui s'est mis en place. Rappelons que l'islamisme n'a rien contre le capitalisme. Il y a l'islamisme et le marché, vous venez de le rappeler, s'en accommode fort bien. Donc il y a vraiment, c'est d'ailleurs devant un parterre de femmes chefs d'entreprise que M. Erdogan, à l'été 2010, a scandé que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Et ça leur a ouvert les yeux quand même. Jean-François Bayard. Je voudrais dire que là aussi, l'islam n'est pas un facteur explicatif suffisant, parce que par exemple en République islamique d'Iran, il y a eu une transition démographique la plus rapide, je crois, au monde. Et aujourd'hui, les étudiantes sont majoritaires dans les universités, et les femmes, et la révolution islamique, en tout cas, n'est absolument pas parvenue à évincer les femmes de l'espace public. Je voudrais revenir peut-être un point sur la question économique qui vous intéresse plus particulièrement, pour vous montrer les articulations possibles qu'il peut y avoir entre
l'islam et la croissance économique, en sachant que nous ne sommes pas du tout dans la causalité. Mais vous avez par exemple dans le droit musulman l'institution du varf, qui est l'institution de biens morts, de biens de main morte, dans le droit féodal français, si vous voulez, ou de l'endowment. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le varf, cette institution de biens morts, est parfaitement compatible avec le néoconservatisme, avec le néolibéralisme plus précisément. Et au fond, l'institution de varf, c'est le partenariat public-privé. Et aujourd'hui, aussi bien en Iran que, par exemple, en Turquie, mais en Turquie, alors, il y a une espèce de synthèse entre le droit américain de la fondation et le droit islamique du VARF, mais vous avez des montages économiques en termes de partenariat public-privé qui puisent dans le répertoire juridique musulman. Donc ça, c'est une articulation, si vous voulez, concrète que sociologiquement, on peut analyser assez bien. Oui. À ce stade du débat, je ne sais pas, Brice, moi j'ai un petit souci quand même. C'est que, est-ce que, Martine Gozlan, on entend ce que vous dites, évidemment, parfaitement, et également, de façon nuancée, au fond, le désaccord de Jean-François Bayard par rapport à les désaccords que vous avez. Est-ce que, si l'on vous suit, Martine Gozlan, vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de l'islamisme ou des extrémistes de l'islam? Et est-ce que, si l'on vous suit, on doit en conclure que tout de même, ce qui serait peut-être énorme, je ne sais pas, mais que l'islam est de toute façon, donc, du coup, par nature, essence, incompatible avec l'idée de démocratie ou de modernité. C'est ça que je voudrais qu'on précise, mais voilà, c'est très simplement. Voilà. Mais moi, je vais être très clair. On essaye toujours de me pousser sur ce terrain-là parce que c'est la critique. Je cherche à vous pousser nulle part, c'est pour comprendre. Mais non, Marc, j'entends bien. Mais pour être très clair, de quoi parle-t-on à l'heure actuelle? C'est de l'islamisme, c'est-à-dire, je le répète, de la version de l'utilisation politique de l'islam, de l'utilisation de l'islam. Nous sommes en train de parler de l'islamisme, c'est-à-dire de l'utilisation politique de la religion. Et je persiste et je signe avec tous nos amis démocrates des terres d'islam, tous nos amis qui militent pour le droit à la liberté d'expression, que cette liberté d'expression ne peut se déployer que dans un espace où la religion et le pouvoir politique sont séparés. Et donc, lorsque je ne dis pas que l'islam et la démocratie sont incompatibles, je dis que l'islamisme, qui n'est jamais light, qui n'est jamais modéré, qui constitue en lui-même un excès, ne peut pas permettre la démocratie. Et la meilleure preuve, c'est que les islamistes le disent eux-mêmes, la démocratie, c'est un moyen, le but, c'est la charia. Eh bien, la charia, on sait ce que c'est. On essaye un petit peu de nous envelopper la chose en paquet cadeau de Noël en nous disant il y a charia et charia, mais au finish, elle est toujours la même, la charia. Elle se retourne contre les femmes, elle est violence et elle est asservissement. Jean-François Bayard. Je voudrais rappeler dans la continuité de la chronique de Brice Couturier quelques faits historiques qui sont un peu troublants et qui nous interdisent, me semble-t-il, de raisonner en termes de jeu à somme nulle entre islam et laïcité à la turque ou institution républicaine. D'abord, il faut savoir que c'est l'armée ou plus exactement une fraction de l'armée qui a mis le pied de M. Erbakan à l'étrier en 1969 et qui l'a convaincu de créer le premier parti islamique, le but de cette fraction de l'armée étant de diviser la droite traditionnelle conduite par M. Demirel. Deuxièmement, c'est l'armée qui, en 1980, à la suite du coup d'État sanglant du 12 septembre, a instauré l'enseignement religieux dans le secondaire. C'est l'armée qui a fait de l'idéologie de la synthèse turco-islamique l'idéologie officielle du régime, et paradoxalement, c'est aujourd'hui le gouvernement de l'AKP qui remet en cause la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, qui fait que si vous êtes turcophone et sunnite, vous êtes un petit peu plus turc que si vous êtes turcophone et alévi ou kurdophone et sunnite et a fortiori juif ou chrétien. Eh bien aujourd'hui, c'est l'AKP qui remet en cause ou qui en tout cas autorise politiquement un débat sur cette conception ethno-confessionnelle
constitutionnelle de la citoyenneté héritée du kémalisme, de la République kémaliste. Donc je pense que les choses sont extrêmement complexes et qu'il faut les resituer dans le cadre d'un raisonnement sociologique. L'histoire est paradoxale. Et aujourd'hui, cette grande question de la compatibilité de l'islam avec la démocratie ou avec les institutions républicaines, ce qui sont deux problèmes différents. Hein. Il faut vous le dire pour ça. Oui. Il faut les poser en termes de sociologie historique de l'État. Et c'est mon maître Guy Hermet qui nous rappelle que ce sont souvent les conservateurs qui, en Europe occidentale, ont été les meilleurs artisans à leur corps défendant de la démocratie. Alors justement, je voudrais vous répondre sur le plan de l'histoire. Parce que quand même, la séparation entre les sphères publiques et privées, qui est une des spécificités de l'Europe, que l'Europe essaye d'exporter aujourd'hui à travers le monde entier, parce qu'elle lui a bien réussi, il faut bien le dire, sur le plan économique, c'est-à-dire la séparation entre la gestion des corps d'une part et le salut des âmes de l'autre, a été le fruit chez nous d'un long processus historique, effectivement, commencé dès la fin du Moyen-Âge par la lutte du pape et de l'empereur. Mais il faut voir aussi que dans le christianisme, il y avait déjà les semences de cette évolution historique, puisqu'il y a rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans l'islam, il n'y a rien de tel, puisque l'islam est à la fois une religion et un code civil. L'islam est à la fois une loi civile et une loi religieuse, une théologie et une morale. Or, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, je vais vous dire très concrètement, c'est qu'un tiers des électeurs tunisiens vivant en France ont voté pour les islamistes d'Ennahda. Donc, je me pose la question, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas été convaincus par notre démocratie laïque ? Est-ce qu'ils ont pensé que les libertés dont nous jouissons, l'égalité homme-femme dont nous bénéficions, tout ça, est-ce que ça leur est apparu comme un poids et non pas comme une victoire, quelque chose dont il fallait s'inspirer ? Moi, ça me pose problème. Je conteste doublement votre point de vue, Brice. Premièrement, il faut bien voir que le vote Ennahda n'est pas nécessairement un vote religieux, de même que le vote AKP en Turquie n'est pas nécessairement un vote religieux. Les motivations du vote, si vous voulez. Hein. Et par exemple, en Turquie, on sait très bien que c'est 5 ou 10% de l'électorat d'AKP qui votent pour des raisons islamiques. Les autres ont voté pour des raisons de croissance économique, de rejet de la vieille classe politique. Et le vote Ennahda, c'est d'abord un vote de rejet de toutes les compromissions avec Ben Ali, puisque Ennahda, le parti martyr aussi. Ouais, c'est le parti martyr, c'est un parti d'opposition. Et il est tout à fait remarquable que les trois premiers, bon, il y a le cas de la liste de la pétition qui pose problème, mais en tout cas, les trois premiers partis qui sont sortis des urnes sont des partis fondamentalement d'opposition, qui ne se sont jamais compromis avec le régime de Ben Ali. Et deuxièmement, je crois que la vision que vous avez de l'islam est contestable et que vous avez toute une tradition philosophique, toute une tradition juridique qui récuse cette confusion du civil et du religieux, du politique et du religieux. Et que Bourguiba, d'une certaine manière, s'inscrit dans une tradition de réformisme musulman autant que de laïcité. Martine Gosselin. Une tradition assassinée, hein, parce que la philosophie, elle a toujours été persécutée sous les pouvoirs islamiques. Mais Brice a raison de rappeler que le vote Ennahda en France. Mais la question, c'est aussi la propagande wahhabite venue d'Arabie Saoudite et la propagande venue du Qatar, qui a en quelque sorte infecté la vision de l'islam. Et ça, c'est absolument dramatique, non seulement du Golfe à l'océan, mais en Occident. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a un immense penseur tunisien qui s'appelle Hamadi Redissi et qui a démontré à quel point, finalement, ce wahhabisme, venu d'Arabie Saoudite, avec les pétrodollars, a fait de cette secte saoudienne misérable, a fait l'islam, la version de l'islam. Et c'est cela qui a déferlé aussi sur nos jeunes compatriotes franco-tunisiennes qui ont voté Ennahda. Et comment ne pas évoquer aussi, là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, la campagne électorale spectaculaire, encore une fois alimentée par l'argent du Qatar, d'Ennahda par rapport à l'argent, aux sommes d'argent misérables des partis modernistes. Je ne dis pas laïcs, mais ils se définissent comme modernistes. Donc, encore une fois, la partie, on ne parle jamais de cette infection qu'est la propagande salafiste. Mais il faut le savoir, elle est là, elle est à l'œuvre, elle est partout. Et c'est elle qui défigure la beauté de l'islam que moi j'ai chanté dans des ouvrages que j'ai consacrés à la tradition esthétique et érotique de la civilisation islamique.
Un petit mot, Jean-François Bayard, et le coup d'œil de Thomas Cluzel. Il est vrai qu'il n'y a que dans les pays arabes que les élections sont infectées par l'argent. Ce sont des choses qui n'arrivent jamais aux États-Unis ou en Europe, premièrement. Et deuxièmement, je suis un peu gêné qu'à chaque fois que les pays musulmans votent librement, on disqualifie leur vote. On l'a fait avec le Hamas en Palestine, et on le fait avec l'AKP. Quand même, Erdogan a gagné 3 fois les élections, et beaucoup d'hommes politiques français souhaiteraient les gagner de la même manière, successivement. Aujourd'hui, on le fait avec le vote Ennahda. Ce sont des votes qui peuvent ne pas nous être sympathiques, mais il faut quand même les respecter. Des gens engagés quand même ici se permettent simplement de rappeler qu'il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas vivre sous la loi islamique et qu'on ne va pas quand même oublier la solidarité avec eux. Mais écoutez, dans ce cas-là, comptons sur l'esprit de Montesquieu, au fond, qui vantait les joies du contre-pouvoir pour sauver la démocratie. Bon, je ne sais pas si c'est de Montesquieu que vous allez nous parler, Thomas Cluzel, pour votre coup d'œil. C'est un pas de côté qui n'est pas vraiment un pas de côté. Après tout, allons vers Mayotte. C'est ça, absolument. Un article à lire sur le site de l'hebdomadaire Le Point ce matin est signé Claude Askolovitch, envoyé spécial donc à Mayotte. Apocalypse Mayotte, le 101e département français sombre dans le chaos, écrit le journaliste. Au dernier jour des barrages, les syndicats ont mobilisé le Coran. C'était le 6 novembre dernier. La grève contre la vie chère touchait à sa fin et les vieux sachants de l'islam vêtus de tuniques blanches menaient des prières. Ainsi lutte-t-on à Mayotte, écrit Claude Askolovitch, entre sourates et slogans. Voilà une île qui a voulu rester française contre la décolonisation. Aujourd'hui, un département ruiné dès sa naissance. Le français est ici une langue étrangère. Ici, l'État chasse l'immigré venu des Comores. On le traque, on l'embarque par paquets dans des camions grillagés. Parfois, la justice condamne l'État qui a expulsé un Français par erreur. La grève n'aura finalement été qu'un chaos de plus. Et pourtant, jadis, Mahorais et Comoriens formaient un peuple de cousins. Mais à présent, ce passé se purge dans le mépris. Cette chasse aux immigrés empoisonne l'île de sa violence. Les Mahorais ont découvert que les gendarmes pouvaient brutaliser des citoyens français. Un enfant de 9 ans est devenu borgne. Un gendarme lui a tiré dessus au flashball. Un homme est mort également dans une manifestation. Des magasins ont aussi été pillés et des métropolitains molestés. Sous le département, la colonie n'a jamais disparu. Et pourtant, ce n'était pas écrit lorsque Mayotte était vouée à la pêche, à la cueillette et au désintérêt d'un colonisateur lointain. En 1975, Mayotte choisit la France contre les Comores. Ça a été le début du malentendu. Tous les confettis de l'Empire se sont construits contre Paris, mais ici, pas de Césaire ou de Fanon. La colonie, c'est la liberté. Mayotte est un oxymore. La France n'a pas mis l'île au niveau de son rêve. Mayotte a été une épopée, mais les pionniers étaient blancs. Ainsi donc est née Mayotte, l'hybride française mais aliénée, pas d'économie réelle mais des emplois politiques. Et déjà, conclut Claude Askolovitch, la terre, parie-t-on, sera la prochaine cause de révolte. Le coup d'œil de Thomas Cluzel. Alors oui, Mayotte est un exemple intéressant d'une France, d'un bout de France où on est à 95% musulmans, grosso modo, Jean-François Bayard. Oui, enfin pour moi, le problème de Mayotte, ce n'est pas l'islam, c'est cette espèce de goulag républicain sur lequel règne Monsieur Guéant. Et je crois que votre rédaction a consacré un reportage assez éloquent à cet égard. Donc ça, c'est ma préoccupation de citoyen et d'analyste. Martine Gosselin. Oui, je crois que le reportage est très clair. Effectivement, le problème de Mayotte, problème social, problème économique, et puis problème culturellement, fondamentalement islamique. Pour terminer, au fond, est-ce qu'il y a une réflexion à mener ou pas sur ce fameux mot que vous contestez d'ailleurs, Jean-François Bayard, que l'on utilise à tout bout de champ, ce mot de modèle. Est-ce qu'effectivement, quand on commente cette actualité, quel que soit au fond l'aspect religieux de ce que l'on commente, est-ce qu'on n'a pas un souci avec l'idée qu'on est pétri, nous, de notre modèle à nous, qui semble nous aller plutôt pas trop mal, et qu'on voudrait absolument, au fond, le décalquer chaque fois, à tort ou pas. Je vois déjà Martine Gosselin qui fronce les sourcils, qui me fait les gros yeux, sur le reste du monde, quoi. Voilà. Personnellement, je suis très attaché au modèle, entre guillemets, parce que je ne crois pas beaucoup à l'idée de modèle français. Bon, je me sens c'est un mot valise, pratique en même temps. Mais je me sens très à l'aise, si vous voulez, dans la cité républicaine française. Mais je pense que nous péchons par ethnocentrisme et que nous avons beaucoup de peine, et à mon avis, c'est la vertu de la sociologie politique comparée, nous avons beaucoup de peine à comprendre l'historicité propre des autres sociétés. Et ça, je crois que c'est un grand défi intellectuel et politique pour la France. Je crois que nous devons être
plus humble scientifiquement ou analytiquement par rapport aux autres sociétés. Quant à l'idée de modèle, si vous voulez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut bien voir qu'un modèle, il est toujours universalisé ou diffusé par réinvention de la différence. Le fameux modèle américain ou le fameux modèle parlementaire britannique ou le modèle de la laïcité française, d'autres nations ont pu se l'approprier, mais l'ont réinventé. Et ça, si vous voulez, Gilles Deleuze nous l'a très bien expliqué, différence et répétition. Bon, Martine Gozlan, allez, vous aurez le dernier mot. Non, mais je ne crois pas qu'il n'y a pas de modèle turc, il n'y a pas de modèle oriental, il n'y a pas de modèle occidental. Il y a un modèle universaliste. Et actuellement, on essaye de nous démontrer que ce modèle universaliste, c'est un modèle occidental que nous voulons imposer ou que nous regrettons de ne pas voir s'imposer. C'est faux. C'est un modèle universaliste et c'est au nom de ces mots universels que sont la liberté, la justice et la dignité que les jeunes révolutionnaires de l'avenue Habib Bourguiba et de la place Tahrir ont risqué leur vie ou l'ont donnée, l'ont offerte au printemps dernier. Et donc, aujourd'hui, ils sont trahis.